Reprenant conscience dans l'unité de soins intensifs, le riche homme a entendu la conversation de sa femme au téléphone et, apprenant l'existence du testament, il a fait semblant d'être mort. James se réveille immédiatement, comme si un interrupteur invisible avait été actionné, lui rendant sa conscience. Comme son corps ne réagit toujours pas, il entr'ouvre les yeux et constate qu'il se trouve dans une pièce dont la blancheur le fait de nouveau loucher. « Seigneur, où suis-je, et pourquoi mon corps se sent-il si faible et impuissant ? Comment suis-je arrivé ici ? » murmura-t-il. La réponse à sa question vint sous la forme d'un léger grincement, provenant de divers capteurs et appareils situés à quelques mètres du lit. James reprit conscience et réalisa qu'il se trouvait dans une chambre d'hôpital. Mais comment était-il arrivé là, et que s'était-il passé exactement ? La lumière éblouissante au-dessus de sa tête l'empêchait de se concentrer, et un bourdonnement dans ses oreilles lui donnait l'impression qu'une alarme retentissait dans son esprit. Sa conscience fut immédiatement traversée par une violente douleur qui lui arracha un gémissement. Soudain, James ressentit une soif intense, mais il n'y avait personne pour lui donner de l'eau en ce moment, et il n'y avait pas non plus d'eau à portée de main. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait bien d'une chambre d'hôpital, mais pourquoi y avait-il autant de matériel ? James n'avait jamais visité de telles installations médicales auparavant, il n'avait donc aucun point de comparaison. Les fils des perfusions et des divers capteurs s'échappaient de ses mains, et son corps se sentait en apesanteur. Il n'avait pas la force d'ouvrir complètement les yeux et ne pouvait donc apercevoir le monde qu'à travers des fentes. Au début, les sons semblaient si étouffés et si lointains que James doutait de pouvoir entendre quoi que ce soit. C'est alors qu'une voix très familière se fit entendre tout près de lui, faisant palpiter son cœur d'excitation. C'était la voix de sa femme, Grace, oui, il n'y avait aucun doute. La même intonation et une légère coquetterie dans la prononciation de certaines phrases la trahissaient complètement. James se crispa soudain, essayant de faire signe à Grace d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait. L'homme d'affaires se ressaisit, s'attendant à entendre autre chose que cela. « Docteur Merritt, bonjour, dites-moi, s'il vous plaît, comment va mon mari ? Va-t-il rester longtemps couché comme un légume et souffrir ? Peut-être vaut-il la peine de recourir à des mesures plus radicales ? » demanda Grace, en ajoutant un ton plus plaintif à sa voix. Il y eut une pause tendue dans la pièce pendant un moment, puis le médecin traitant répondit « Je vais vous donner un conseil. Ne mettez pas Dieu en colère. Espérez le meilleur. Votre mari n'a pas beaucoup de chance, mais vous ne pouvez pas abandonner. Je vous conseille également de passer moins de temps près de lui pour éviter de le contaminer accidentellement. En cas de progrès dans le traitement, vous serez immédiatement informé, mais pour l'instant, je vous conseille vivement de quitter la pièce. » « D'accord, bien sûr, vous avez raison. Pardonnez-moi, je comprends tout, » chanta Grace d'une voix sirupeuse. Et peu après, James entendit des pas qui s'éloignaient et le bruit d'une porte qui se refermait, ce qui lui permit de conclure que la doctoresse était partie, tandis que Grace restait debout à son chevet, perdue dans ses propres pensées. Soudain, l'homme d'affaires perçoit distinctement le tri mélodieux d'une sonnerie de téléphone. Dans l'unité de soins intensifs, le son était si peu naturel qu'il le faisait douter de la réalité de tout ce qui se passait. Il n'a jamais aimé écouter aux portes et considère que c'est un acte honteux et indigne pour quelqu'un de son statut. Après tout, il était le propriétaire d'un des meilleurs restaurants de la ville. Si James était en bonne santé en ce moment, il aurait certainement quitté la pièce et laissé Grace parler sans témoin, mais comme il ne pouvait pas le faire, il devait tout écouter du début à la fin. « Bonjour, chérie, c'est toi. Ton numéro ne m'a pas semblé familier. Tu en as encore un nouveau ? Un testament ? Oui, je l'ai écrit, bien sûr. Où ira-t-il ? Oui, je l'ai déjà lu. Tout est comme je le voulais. Merci au notaire qui l'a révisé. C'est vrai, ce n'est pas gratuit, bien sûr, mais il faut payer pour tout. Oui, tu le sais bien.
Après les paroles de sa femme, le cœur de James s'est mis à battre la chamade. À qui Grace parle-t-elle si gentiment? Elle ne parle même pas, elle roucoule. Est-ce possible? Et de quoi parle-t-elle exactement? Mais ce qu'elle a dit ensuite a finalement dissipé tous les doutes. Oui, chérie, je viens d'entrer dans la pièce. Qu'est-ce que je peux dire? Mon chéri est couché comme un légume en général. Pas de changement. Je pense qu'à partir de là, je vais pouvoir gérer le restaurant comme je l'entends. Et quand James ne sera plus là, j'en hériterai comme il se doit. Bon, je vais y aller, j'ai encore des choses à faire. Et je vous aime. Au revoir pour l'instant. Une telle audace laisse James sans voix. Parler du départ imminent de son mari en sa présence, et même le traiter de légumes, c'est incompréhensible. Méritait-il un tel traitement? Pendant ce temps, allongé sur le lit d'hôpital, Jacques s'obstine à ne pas comprendre pourquoi les censeurs censés informer le personnel médical qu'il a repris connaissance n'ont pas fonctionné. Il avait vu quelque chose de ce genre dans un des films nationaux. Il ne se souvenait plus du titre, mais l'essentiel était gravé dans sa mémoire pour toujours. Cependant, c'est une chose d'observer depuis les coulisses, et c'en est une autre d'être impliqué. Surtout lorsque votre conjoint vient de vous trahir si facilement. Et Jacques n'avait aucun doute sur le fait qu'il y avait eu trahison. Mais qui l'a sauvé des flammes de la voiture? Qui a osé risquer sa vie pour lui? À ce moment-là, la conscience s'obscurcit, le ramenant sur les vagues de la mémoire à l'événement qui s'est produit en ce jour fatidique. La matinée du restaurateur d'élite James Williams commença, comme d'habitude, à peine différente de toutes les précédentes. Comme d'habitude, il se leva avec les premiers rayons du soleil, alors que la plupart des habitants de la ville roupillaient encore paisiblement dans leur lit. Des fenêtres de sa maison, il avait une excellente vue sur la ville, qui commençait à peine à s'installer dans son quotidien habituel. James se prépara d'abord un petit déjeuner, simple mais délicieux et nourrissant. Il s'est servi un jus d'orange et a rapidement fait frire des œufs avec du bacon. Ensuite, il a passé quelques minutes à faire de la gymnastique pour bien réveiller son corps et remettre ses muscles en état. S'efforçant de mener un mode de vie sain, il n'a jamais insisté sur ses opinions et n'a jamais forcé son épouse à suivre son exemple. Tout le monde est différent, et la grâce ne faisait pas l'exception. Jacques, par exemple, était végétarien et ne consommait pas de produits animaux. En même temps, il comprenait parfaitement qu'il n'avait pas le droit de juger les gens qui mangeaient de la viande. Prenant un plateau contenant le petit déjeuner préparé, James sortit sur la grande terrasse et s'assit à la table. En raison de l'hiver, la terrasse était fermée et une petite cheminée crépitait dans un coin. Profitant de l'air frais du matin et du silence, il réfléchit au projet de la journée pour s'assurer qu'il pourrait accomplir tout ce qui était prévu. Grace dormait toujours à ces heures-là, ce qui donnait à James un léger sentiment de solitude. Après le petit déjeuner, l'homme d'affaires s'habille de son costume préféré et se rend au travail. Il essayait toujours d'arriver avant l'heure d'ouverture pour voir qui arrivait à l'heure et qui, au contraire, était en retard. Il n'aimait pas les retards, même s'il ne se précipitait pas pour juger ceux qui le faisaient par nécessité, comme la plongeuse Emma, qui habitait à l'autre bout de la ville et devait prendre le bus pour se rendre au travail. James savait très bien que les transports sur cette ligne étaient très peu fiables, surtout par mauvais temps, lorsque le rythme habituel de la ville était perturbé et que les employés municipaux devaient faire face aux conséquences des éléments. C'est ce qui s'est passé en ce jour fatidique, lorsque la neige a commencé à tomber dans la matinée. Elle est d'abord tombée tranquillement, tourbillonnant en mini-tourbillons, née de fortes rafales de vent. Puis elle est passée à une phase active, habillant rapidement les toits des maisons de bonnets blancs. James aime ce genre de temps, même s'il sait que les revenus d'aujourd'hui seront faibles. Lorsqu'un blizzard fait rage à l'extérieur, les citadins ne se précipitent pas dans les restaurants pour dîner avec un verre de quelque chose de délicieux et d'aromatique. Garant de la voiture à l'entrée, James releva le col de son manteau et quitta momentanément le royaume du confort et de la chaleur.
Une forte rafale devant lui jeta immédiatement une poignée de neige au visage, le faisant frissonner et accélérer le pas. Le concierge Henri était déjà occupé avec sa pelle, se dépêchant de déblayer les marches avant l'arrivée du propriétaire du restaurant. En voyant le propriétaire, le vieil homme leva la main en signe de bienvenue. « Bonjour, monsieur Williams. La neige est arrivée aujourd'hui, bien sûr, et elle va continuer. Elle fait vraiment mal aux os. Bonjour, Henri. Vous vous battez toujours seul contre la neige ? J'ai dit à l'agent de sécurité de vous aider dans ces moments-là, remarque James. Mais le concierge se contente de l'ignorer. Oh, allez, c'est bon. Je peux me débrouiller, James. J'ai l'habitude. Tu sais, c'est comme de l'exercice pour moi. Quelques coups de pelle et mon corps se sent à nouveau normal. L'homme d'affaires sourit. De l'exercice, dites-vous. Eh bien, passez-moi cette pelle. Je vais m'échauffer tout de suite, pour faire circuler le sang. Le concierge a essayé de protester, mais le jeune directeur est resté ferme et ne s'est pas calmé jusqu'à ce qu'il lui prenne l'outil dont il avait tant besoin dans le blizzard. Les gens qui passaient devant le restaurant regardaient avec surprise le respectable homme d'affaires qui maniait habilement une pelle, déneigeant les marches. Henri acquiesce respectueusement. Je vois que vous êtes très doué, James. Où avez-vous acquis une telle pratique ? James sourit. Ou d'autres ? Au village, bien sûr. Chez mon grand-père, dans la lointaine périphérie. Il pêchait beaucoup là-bas. Je ne suis pas très chasseur, vous savez, mais ramasser des champignons, des bailles ou pêcher, c'est toujours possible. Il y avait donc beaucoup de neige en hiver. On se réveillait, il faisait nuit dans la cabane, toutes les fenêtres étaient couvertes de neige. On prend une pelle et on y va. Le concierge regarde le restaurateur avec une sympathie non dissimulée. James était un homme bon. Il ne l'a jamais offensé, ni en parole ni en acte, et l'a même parfois défendu, surtout face à l'administrateur, qui se plaisait à malmener les plus faibles que lui. Je me souviendrai de la canaille, et la voilà. Monsieur Williams, que faites-vous ? Le vent est si fort et vous pensez à déblayer la neige. Vous allez attraper un rhume, c'est sûr. Où serions-nous sans vous ? Cria Andrew en se plaçant derrière le vent. Jacques se retourna et croisa le regard de l'administrateur, comprenant parfaitement qu'il était fourbe et qu'il le flattait délibérément. Oh, voyons, Andrew, ce n'est rien. Je ne suis pas un enfant, après tout. Dis-moi. Comment ça se passe au restaurant ? Les fournisseurs ne nous ont pas déçus ? Et tout le personnel est au travail ? À la mention de ce dernier point, l'administrateur grimace comme s'il avait mal aux dents. Dansant sur le vent froid, Andrew répondit, « Oui, tout est en place, sauf ce lave-vaisselle. » Comment s'appelle-t-elle ? Emma, je crois. On a beau la gronder, elle n'arrive jamais à l'heure au travail. James regarda l'administrateur d'un air désapprobateur et, tendant la pelle au concierge, dit, « Andrew, tu sais très bien qu'Emma a 4 enfants, qu'elle élève d'ailleurs toute seule. Et je vous ai demandé de ne pas l'appeler laveuse de vaisselle. Emma est une employée de cuisine ou un membre du personnel de cuisine. Apprenez à respecter vos subordonnés. Sans cela, vous ne pourrez pas construire un bon flux de travail. » Les remarques du patron étaient si acerbes que l'administrateur frissonna et jeta un coup d'œil furtif au concierge. Et s'il avait entendu ? Quelle honte ! Ah, il a bien entendu. Regardez-le, il sourit d'une oreille à l'autre. Sans vergogne. Bon, ça ne fait rien. On va s'en sortir. Débarrassons-nous d'abord du patron, puis serrons la vis à tous les autres. À ce moment-là, la silhouette voûtée d'une jeune femme surgit du coin de la rue, se hâtant aussi vite que possible pour se rendre au travail, marchant droit dans la neige. Oh, voilà Emma Fischer. Quelle est l'excuse cette fois-ci ?
Le bus est tombé en panne ou vous avez trouvé quelque chose de plus élaboré? L'administrateur commença, mais s'arrêta sous le regard perçant de James. Désolé, monsieur Brown. Le bus s'est retourné sur la route, j'ai dû trouver d'autres solutions, répondit Emma en s'excusant, baissant les yeux, le nez rougissant. Bon, allez-y, et assurez-vous que tout est en ordre. Nettoie bien la vaisselle pour qu'elle couine quand je la touche. Conclut Andrew d'un air sévère. Emma acquiesce et se précipite vers la porte d'entrée. À ce moment-là, elle trébucha maladroitement sur une marche, faisant déraper la semelle de sa botte sur la surface. James fut le premier à réagir, soutenant Emma au moment le plus dangereux. « Oh, merci. Je suis désolée d'avoir été si maladroite. » Elle commença à s'excuser. « Ne t'excuse pas, Emma. Ce n'est pas de ta faute. Mais peut-être qu'Andrew devrait enfin se mettre au travail et saupoudrer de sel les sentiers, remarqua Jack en insistant sur le dernier mot. Il prit ensuite la main d'Emma pour l'aider à monter les marches glissantes. Bien qu'elle ne porte pas de gants, la paume de sa main était très chaude pour l'homme d'affaires. Mais il se passa alors quelque chose de très étrange. Emma poussa un grand cri et retira sa petite main. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu es blessé ?» demanda Jack avec inquiétude. Emma baissa le regard avec culpabilité, serrant sa main dans son poing. Elle avait l'air effrayée, pas du tout dans son assiette. « Je suis désolée, s'il te plaît. Ce n'est pas du tout ta faute. J'ai dû faire preuve d'imagination. » « Encore désolée, força Emma. La peur se figea dans ses yeux, une peur qu'il pouvait sentir dans sa peau. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que James avait fait de mal? A-t-il serré sa main trop fort? Non, cela ne semblait pas être le cas. Il secoua la tête, perplexe, puis se précipita à la suite d'Emma. L'homme d'affaires la rattrapa dans le hall où il l'appela discrètement pour ne pas attirer l'attention des autres. « Emma, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu réagi si bizarrement ?» Elle se figea et le regarda avec une étrange pitié. « Je suis désolée à cause de mes visions. »« Quelle vision ?» s'exclama James, confus. Emma pâlit. « Eh bien, celles qui se réalisent, tu sais. Comme des prémonitions mais réelles. Elles ont commencé à l'école quand j'ai eu une commotion cérébrale pendant un cours d'éducation physique. Nous étions en train de grimper à une corde et je suis tombée. Ce n'était pas très haut. Mais c'est là que tout a commencé. » L'homme d'affaires fronce les sourcils. « Et qu'avez-vous vu, si je puis me permettre, dans ces visions ?» Les yeux d'Emma se remplirent soudain de larmes. « C'est un accident de voiture. »« De quelle couleur est votre voiture ?»« Vert foncé. »« Quand j'ai touché votre main, j'ai tout de suite compris. Cette voiture sera impliquée dans un terrible accident. Mais ce ne sera pas votre faute. Ce sera quelqu'un de très proche. Je l'ai vu au moment où j'ai touché votre main. Il m'a frappé comme un éclair. » James regarde son collègue avec ironie. Il ne croyait pas aux prophéties, bien sûr. Pour lui, c'était de la pure folie, et toutes ces diseuses de bonne aventure et ces voyantes n'étaient que des charlatans. Il y avait bien eu cette maquerelle qui lui avait prédit un long et épineux chemin vers la réussite, à l'époque où il était étudiant. Et alors? Le chemin attendait, bien sûr, mais il demandait beaucoup de travail, et ses prédictions n'y étaient pour rien. Emma regarda son patron avec inquiétude, réalisant qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait. « Excusez-moi, monsieur Williams, mais je vous ai entendu. Abstenez-vous de conduire dans un avenir proche, dit-elle. » Il s'est contenté de sourire. « Oh, ne vous inquiétez pas, Emma. Je conduis depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais eu de problème. D'ailleurs, je ne dépasse jamais la vitesse autorisée, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter inutilement, d'accord? Un accident n'est absolument pas dans mes cordes. » Emma acquiesça, regardant Jack comme s'il était déjà condamné.
D'accord, alors. Remettez-vous au travail et ne vous attardez pas sur le négatif. Au fait, comment vont vos petits? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Je vous aiderai autant que possible, dit James en se dirigeant vers son bureau. Je vous remercie. Tout va bien, monsieur Williams. J'ai juste besoin de votre permission pour quelque chose, demanda Emma avec prudence. La permission, bien sûr. Je vous en prie. De quoi avez-vous besoin, répondit James. La plongeuse hésita un instant, comme si elle reprenait des forces, puis dit, je voudrais vous demander la permission de ramener à la maison les plats que les clients ont rejetés. Juste un ou deux. Je paierai tout, ne vous inquiétez pas. Cela peut-il être déduit de mon salaire? James sourit. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Et aucun paiement n'est nécessaire. De toute façon, on s'en débarrassera. D'ailleurs, il semble que vous et les enfants en tirez profit, et prenez-en autant que vous voulez. Ce ne sont que des restes. Des étincelles de joie dansent dans ses yeux. C'est une vraie chance. Pendant ce temps, Jacques vaquait à ses occupations habituelles, parlant au téléphone avec le gérant du restaurant, approuvant les menus et préparant l'inspection, veillant à ce que tout se passe bien. Pourtant, de temps en temps, il se souvenait des mots d'Emma, qui avaient touché une corde sensible en lui. Pouvez-vous y croire? Une employée de cuisine qui a des dons de voyance. C'est une première pour moi. Mais bientôt, les pensées d'un éventuel accident de la route s'estompent, laissant la place à des réunions avec de nouveaux fournisseurs, à la dégustation de nouveaux plats et à des discussions sur les affaires courantes du restaurant avec l'administrateur. Tout en maintenant un climat de confiance et de coopération, James réglait les différends en douceur, en utilisant le bâton bien moins souvent que la carotte. Le temps passe sans que l'on s'en aperçoive, franchissant le cap des 3 heures. La tempête fait toujours rage, mais son impact matinal a diminué. Les services publics de la ville, avec une rapidité surprenante, ont pris le contrôle de la situation et dégagé la plupart des routes essentielles. Bien qu'il reste encore 1h30 de travail, James décide de partir plus tôt aujourd'hui. Un plan intéressant avait mûri dans son esprit concernant la manière dont il pourrait remplir cette soirée de février d'une aura d'amour et de romance. James a décidé de gâter son épouse en lui offrant un magnifique bouquet de roses, une bouteille de vin et un mets délicieux provenant de la cuisine de son propre restaurant. Si les 2 derniers éléments ne lui ont pas pris beaucoup de temps, la recherche de fleurs dans la ville enneigée s'est transformée en une véritable quête. À la grande consternation de James, la plupart des pavillons de fleurs étaient fermés. Les propriétaires des étals avaient probablement décidé qu'il n'y aurait presque personne pour acheter des fleurs un jour pareil. Alors que Jacques perdait presque espoir, il remarqua qu'une des boutiques au coin de la rue était encore ouverte. Le cœur joyeux, Jacques gara sa voiture au bord de la route et entra. Le pavillon sentait bon les roses, les tulipes et le mimosa fraîchement importé. Après tout, nous étions à la fin du mois de février, ce qui signifiait qu'il restait un peu moins de 2 semaines avant la journée de la femme bien-aimée. La vendeuse s'est avérée être une fille plutôt sympathique qui a rapidement aidé James à composer le bouquet dont il avait besoin. Le cœur de l'homme d'affaires battait la chamade. C'est compréhensible. Devant lui se profilait une soirée romantique avec sa bien-aimée qui attendait son retour avec impatience. James savait que Grace n'avait pas l'habitude de lui préparer un dîner, sachant très bien qu'il pouvait satisfaire sa faim au restaurant. Il emporta des plateaux de fruits et de légumes, du champagne et quelques délicieux plats du chef Frank, qu'il avait préparés de façon tout à fait paradisiaque. Arrivé chez lui, l'homme d'affaires n'a pas pris la peine de sonner à la porte. Il décide d'ouvrir avec sa propre clé. En entrant dans le couloir, James entendit une musique discrète provenant de la chambre à coucher. Grace doit être en train de regarder sa série, pensa l'homme d'affaires en entrant dans la cuisine, les sacs à la main.
Il laissa pensivement le bouquet dans le salon pour le lui offrir un peu plus tard. Avec une expression joyeuse sur le visage, James entra dans la chambre à coucher et la main qui tenait le bouquet tomba involontairement, faisant perdre quelques pétales à l'une des roses. Grace n'était pas dans la chambre. Apparemment, elle était partie en laissant la télévision allumée. Mais où était-elle allée, surtout dans une telle tempête de neige? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Elle n'est pas sûre d'elle au volant. C'est un fait. Bien sûr, à la voiture, je dois voir si elle est dans le garage ou non. Une pensée frénétique lui traverse l'esprit. Alors qu'il sortait de la chambre, James entendit un bulletin d'information locale urgent sur une voiture étrangère tombée du pont de la ville il y a une demi-heure, conduite par une jeune fille inexpérimentée. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Mon Dieu, c'est Grace. Bien sûr, qui d'autre? J'ai même transféré de l'argent sur sa carte pour acheter une nouvelle robe. C'est pourquoi elle a décidé de l'acheter. Monté dans la voiture, James s'est précipité comme un homme possédé. Il fonce vers le pont. À plusieurs reprises, la voiture a glissé dans le virage, mais James a réussi à la contrôler. Son expérience et sa connaissance des capacités de son cheval de fer ont porté leurs fruits. Mais Grace, elle n'a commencé à conduire que récemment. Et pourquoi lui avoir fait ce cadeau? Il restait un peu moins de 3 kilomètres avant le pont lorsque la voiture de James glissa à nouveau. Il appuie sur la pédale de frein. Mais cela n'eut aucun effet. Pour une raison inexplicable, les freins ont lâché, plaçant James devant un dilemme qui mettait sa vie en danger. Faire une embardée et aller dans le fossé ou percuter de plein fouet la petite voiture garée sur le bas-côté. Bien sûr, il choisit la première option. Après avoir roulé plusieurs fois dans la voiture déformée, il s'écrase contre un arbre. La dernière chose dont il se souvient est l'odeur âcre de l'essence qui s'échappe du réservoir endommagé et qui n'a besoin que d'une seule étincelle pour s'enflammer. Aujourd'hui, il est allongé dans une chambre d'hôpital, entendant le bip persistant des machines de maintien en vie et réfléchissant à ce qui s'est passé. Bien sûr, James a déjà deviné qu'il a commis une erreur fatale ce soir-là, et que la fille qui est tombée du pont dans la rivière n'était pas du tout Grace. Mais lorsque les événements se déroulent si rapidement, la raison ne peut plus rien pour lui. Ce n'est que maintenant qu'il se rend compte que sa femme a rencontré pendant tout ce temps son amant, qu'elle chérit plus que tout au monde. Et puis il y avait le testament. C'est vrai. Comment pouvait-il l'oublier? Grace elle-même l'avait persuadé de le rédiger il y a quelques mois. À l'époque, James n'avait pas trouvé cela étrange. Mais à la lumière des événements récents, cela prenait une tournure complètement différente et alarmante. L'idée d'une trahison aussi flagrante de la part de sa femme agitait sa conscience, l'empêchant de se détendre et d'accepter la situation telle qu'elle était. Décidant de faire semblant d'être dans le coma, James ferma hermétiquement les yeux, afin que Grace ne remarque aucun signe de vie en lui. Il pouvait sentir le regard perçant et haineux de sa femme, ses mains lui donnant envie d'appuyer sur quelques boutons pour le débrancher des machines de maintien en vie. La tentation était si grande que les mains de Grace tremblaient littéralement et que ses lèvres se confondaient en une seule ligne droite. Le plus douloureux pour lui, c'est qu'il ne pouvait pas empêcher sa femme de mettre son plan à exécution. Le danger était si proche qu'il sentit à nouveau le souffle de la mort autour de son cou. Heureusement, le bruit de talons au claquant sur le sol en béton résonna dans le couloir, faisant reculer Grace en toute hâte. Une minute plus tard, la voix familière du médecin traitant se fit entendre dans la salle. « Oh, ça arrive, c'est tout simplement hallucinant. Elle est prête à l'enterrer vivant, vous savez. Et pourquoi épouser de tels vipères ?» L'interlocuteur du docteur Merritt marque un temps d'arrêt, puis répond: « Qu'y a-t-il de si surprenant ? On dit que ce patient possède un restaurant d'élite en ville et qu'il a également fait un testament. » Au ton de son interlocutrice, James comprend immédiatement qu'il s'agit d'une infirmière. À ce moment-là, le docteur Merritt s'est approché du lit de James et a remarqué à haute voix: «
C'est étrange, certains senseurs sont en quelque sorte désactivés, Erika. Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement. Nous devons appeler un spécialiste. Qu'il voit ce qu'il en est. Cependant, il faut du temps pour qu'un patient sorte du coma. Je suis sûr qu'il survivra contre toute attente et qu'il prouvera qu'un miracle dans un tel cas est tout à fait possible. Erika acquiesça, suivant des yeux le médecin qui s'en allait, commença à s'occuper des senseurs capricieux. Mais avant qu'elle ne puisse activer l'un d'entre eux, James murmura à voix basse, « De l'eau, donnez-moi de l'eau. » L'infirmière fut surprise par l'inattendu de la chose et sursauta presque. « Vous vous êtes donc réveillé. Pourquoi n'avez-vous pas fait signe ?» James rassemble ses dernières forces et murmure, « S'il vous plaît, ne dites à personne que j'ai repris conscience. » Bien sûr, nous ne pourrons pas tromper le médecin traitant, mais que ce soit un secret, au moins pour aujourd'hui. Erika réfléchit. La demande du patient lui paraissait très étrange, mais vu le comportement de sa femme, elle ne lui semblait plus hors du commun, d'autant plus que Jacques lui avait demandé de garder le secret tout à l'heure. « D'accord, je ferai tout. Mais tu ne peux toujours pas boire. »« Tout ce que je peux faire, c'est humecter tes lèvres, » murmure Erika au patient. Jacques ferme les yeux, fatigué, et se rend compte que l'infirmière a raison. 5 minutes plus tard, un morceau de coton imbibé d'eau se pose sur ses lèvres et lui apporte l'humidité dont il a tant besoin. Essayant d'étancher un tant soit peu sa soif, Jacques écarte doucement les lèvres pour presser le bout de coton, rempli du précieux liquide. Naturellement, c'était trop peu, mais Jacques n'a pas insisté. L'essentiel était qu'il reste en vie et qu'il ne brûle pas dans la voiture en flammes. Pendant que James réfléchit à cette question, Erika met en place une perfusion pour fournir des nutriments à son corps. Des larmes de gratitude brillent dans les yeux de James lorsqu'il voit à quel point elle est attentionnée et qu'elle essaie de l'aider malgré tout. Non, ils n'obtiendront pas mon testament en héritage. Je vais définitivement me rétablir et ne pas donner un centime à Grace lors du divorce, pensa-t-il, de plus en plus convaincu de la justesse de ses propres paroles. Ayant du mal à avaler la boule qui montait dans sa gorge, James ferma les yeux et sombra dans un doux sommeil. Au même moment, l'infirmière entre dans le bureau de son médecin traitant et lui raconte la situation telle qu'elle est. Le docteur Merritt l'écouta en silence, comprenant que sa subordonnée voulait faire ce qu'il y avait de mieux et ne poursuivait pas d'objectif personnel. Je ne dirai pas à sa femme que son traitement progresse. Si j'étais à sa place, je prierais jour et nuit pour la guérison de mon mari. Mais cette sorcière ne pense qu'à son héritage. Merci d'être vigilante et de faire du bon travail, Erika. Reconnaît le docteur Merritt avec gratitude. Des étincelles de joie s'allument dans les yeux de l'infirmière. Ce n'est pas que James l'attirait particulièrement, c'est juste que le désir d'aider l'emportait sur tout le reste. Au même moment, Grace s'est présentée au restaurant et a commencé à y établir ses propres règles. D'un naturel rouge feu, elle ressemblait à une furie, balayant tout sur son passage. Profitant du fait que son mari est dans le coma pour la 3e semaine, Grace a décidé de prendre le contrôle de l'établissement. Son regard froid et dur transperce chaque employé, affichant une indifférence et un mépris sincère à l'égard de leur personnalité. Le chef cuisinier fut le premier à se faire gronder, recevant une réprimande et une amende pour avoir préparé des plats avec 2 ingrédients coûteux. Madame Williams, ce n'est pas comme ça. On sait depuis longtemps que la qualité des ingrédients influe sur le résultat final, proteste l'homme. Les joues de la femme d'affaires rougissent de colère. Ne vous avisez pas de me répondre ici. Vous entendez ce que je dis? De toute façon, à partir de maintenant, je suis la seule à prendre des décisions. Si tu n'aimes pas ça, va travailler dans un resto routier. Vos talents y seront plus adaptés. D'accord, Madame Williams, je comprends, dit le chef cuisinier d'un air sombre, en baissant la tête. Andrew sourit. Il aimait beaucoup plus le nouveau directeur que le précédent. James avait été doux et attentif,
tandis que Grace préférait une approche agressive de la gestion du restaurant. S'approchant d'elle, tel un chacal pendant le festin d'un lion, l'administrateur remarqua: « Madame Williams, si je peux me permettre de suggérer, pour plus d'effet, d'utiliser des caméras de surveillance cachées. » Grace regarda Andrew avec surprise, manifestement attaché à lui. « Et il y a de telles caméras ici ?» L'administrateur sourit d'un air satisfait. « Bien sûr. » Monsieur Williams n'aimait pas regarder les vidéos et n'y avait recours qu'en cas d'extrême nécessité. Le plus souvent, les caméras sont simplement éteintes. Mais après l'accident du patron, je les ai laissées allumées. On voit tout de suite quand quelqu'un est dans son élément, contrairement à la gestion laxiste de mon cher mari, mais ce genre d'astuce ne passe pas avec moi. Bien joué, Andrew. Votre idée avec les caméras est tout simplement inestimable, s'exclame Grace, suscitant un sourire satisfait de la part de l'administrateur. Quelques minutes plus tard, Grace démarre l'enregistrement et se penche pour surveiller les moindres mouvements du personnel. Au début, elle ne remarque rien d'intéressant. Les serveuses s'activaient dans la salle, le chef cuisinier commandait en cuisine et le serveur accueillait les clients à l'entrée. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce que Grace remarque l'enregistrement d'hier d'une jeune plongeuse avec un sac volumineux dans les mains. Regardez-la, elle est si intelligente. Qu'est-ce qu'elle peut bien transporter dans un tel sac? Elle vide probablement le frigo avant de partir et ramène tout à la maison, et tout cela sous le nez de mon imbécile de mari. Après avoir examiné Emma de plus près, Grace décida de la prendre en flagrant délit. Voyons comment tu chantes quand je te coince. Malheureusement, la pauvre Emma ne se doutait pas qu'elle était surveillée de près depuis un certain temps déjà. Le temps s'écoulait délibérément lentement, s'approchant de l'inévitable heure des comptes. À la fin de son service, Emma prit quelques restes approuvés par le chef cuisinier et se dirigea vers la sortie. Elle l'avait déjà fait auparavant, depuis que Jacques lui avait permis de ramener chez elle quelques plats intacts, mais aujourd'hui, les choses avaient pris une autre tournure. Voyant Emma avec un sac utilitaire en toile dans les mains, Grace s'approcha triomphalement de la porte et lui dit: « Et où crois-tu aller ? » « Ma chérie ? Tu as pris un sac rempli de délices et tu as l'intention de quitter mon restaurant comme ça ? » Emma tressaillit et regarda l'hôtesse d'un air inquiet, la tristesse et le désespoir se lisant dans ses yeux. « Je suis désolée, Madame Williams, mais je n'ai rien volé. Ce ne sont que des restes, vous savez, ceux qui ont été payés, mais que les clients n'ont pas touchés. » La femme d'affaires ricane avec mépris. « Un touché, dites-vous, et qui décide de cela ? Serait-ce vous, ma chérie ? Vous avez l'air de faire une bonne affaire. Que avons-nous ici ? Oh, une salade César. Dommage. Seulement la moitié. Mais ça ne change rien à l'essentiel. Vous êtes un fin gourmet, ma chère. » Les larmes montent aux yeux d'Emma. Elle ne s'attendait pas à ce que l'odieuse héritière mette tout sens dessus-dessous aussi facilement. « Oh, s'il vous plaît, pas besoin de pleurer, d'accord ? Tes larmes de crocodile ne me servent à rien, tu comprends ? Une fois que tu auras perdu ton travail, tu pourras les verser à chaque instant si tu le souhaites. » Fit remarquer Grace d'un ton plutôt sévère. Emma renifla tristement et commença à fouiller dans son sac. Ce qui rendait la situation encore plus pénible, c'est qu'il y a à peine une demi-heure, elle avait payé ses plats avec son futur salaire. Aujourd'hui, elle risque d'être renvoyée pour un vol qu'elle n'a pas commis. Oh, on dirait qu'on a attrapé un poisson dans le filet, et le nom de famille correspond, une fissure. Et vous espériez encore le patron, remarqua l'administrateur qui s'approchait. Grace échangea un regard significatif avec Andrew et continua à réprimander Emma. « Mais je ne l'ai pas pris pour moi. C'était pour les enfants, » plaida la femme. « Oh, ne me faites pas peur avec vos histoires de famille. Je me fiche éperdument du nombre d'enfants que vous avez. 3, 4 ou 5. Ce sont vos affaires. Vous les avez mis au monde.
Occupe-toi en toi-même. Grace s'emporte avec amertume. Elle n'a que 2 enfants à elle et 2 autres du premier mariage de son mari, ajouta obligeamment l'administrateur. Ils sont tous à moi. Quant à ce que mon mari a laissé, qu'il le garde sur sa conscience. Il est maintenant en prison, pris pour vol. Il pensait que les enfants l'aideraient à réduire sa peine. Mais j'ai réussi à faire révoquer ses droits, marmonna Emma à travers les larmes. Mais Grace resta impassible. Honnêtement, ce dont Grace avait besoin en ce moment, c'était d'un bouc émissaire pour montrer son pouvoir à tous les autres. Emma, qui avait eu la malchance d'être prise entre 2 feux, le devint. Alors qu'en est-il de toi, fissure, hein? Eh bien, tu es virée. Tu peux aller où tu veux, conclut Grace en faisant un geste vers la porte. Le désespoir se figea dans les yeux d'Emma. Mais comment cela était-il possible? Pouvait-on vraiment la renvoyer comme un chien errant indésirable? L'administrateur, à son tour, ne voulut pas rester sur la touche et apporta son grain de sel à l'affaire. Oh, et j'allais oublier, fissure, ne comptez pas sur votre salaire. Vous comprenez que l'argent servira à réparer les dégâts. La nouvelle a été un coup dur pour Emma. Comprenant qu'elle avait été trompée par tous ceux qui le pouvaient, elle sortit et exposa ses joues brûlantes au vent glacial. Voyant cela, Henri ne put s'empêcher de s'approcher. Chut, ma chérie, ne pleure pas. Ne te tourmente pas, ma belle. Tu sais qu'Andrew est en faveur en ce moment. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il veut. Et quand Monsieur Williams se rétablira, son règne prendra fin. Et pour que tu ne te retrouves pas complètement sans argent, je vais t'allouer une partie de ma pension. Vous pourrez la rembourser quand vous le pourrez. Rien ne presse, dit le concierge en prenant la femme fragile par les épaules. Merci, Henri. Pour votre soutien et votre protection. Vous voyez, je comptais tellement sur cet argent. Et puis c'est arrivé. Nous nous débattons avec les enfants dans un appartement loué, et la propriétaire ne cesse d'augmenter le loyer en disant, vous recevez des allocations familiales, donc vous ne deviendrez pas pauvre. Emma répondit en étouffant ses larmes. Le vieil homme secoue la tête. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait de la peine pour Emma. Une si bonne collègue. Calme, diligente, elle ne dit jamais de mal de personne. Elle lave la vaisselle à l'eau chaude jusqu'au coude, et c'est tout. Et lui, Andrew, l'administrateur, est un fauteur de troubles de premier ordre. Henri se souvenait de lui lorsqu'il travaillait au lycée, où il avait été professeur d'artisanat pendant plus de 40 ans. Cet Andrew, lorsqu'il était étudiant, se comportait de manière extrêmement insolente, humiliant ceux qui étaient plus pauvres que lui ou plus faibles physiquement. Henri a essayé une fois de faire honte à Andrew, mais en vain. Et puis, par une nuit noire, les ateliers d'artisanat ont pris feu. Nombreux sont ceux qui accusent Henri de ne pas avoir éteint sa cigarette correctement, alors qu'il n'a jamais fumé de sa vie et qu'il a toujours respecté les consignes de sécurité en cas d'incendie. Le mystère a été élucidé avec Andrew, qui avait en fait commis un incendie criminel avec un groupe d'amis adolescents. Mitrich n'ayant rien pu prouver à l'époque, il a été licencié de l'école avec la mention correspondante dans son dossier d'emploi. Dans l'ensemble, ce licenciement n'a pas trop dérangé l'instituteur, qui était déjà à la retraite et n'avait plus de pain dans son assiette. 17 ans après l'incident, par un coup du sort, Andrew et le vieux concierge se croisèrent à nouveau, mais dans des fonctions bien différentes. Bien sûr, Andrew fit semblant de ne pas reconnaître son ancien professeur. Mais Henri Brox n'était pas un imbécile et avait vu beaucoup trop de choses dans la vie pour croire Andrew sur parole. Cependant, James lui plaisait, il était honnête, gentil, juste, exactement le genre de chef qu'il devait être. Serrant l'argent donné par Henri, Emma se dirigea lentement vers l'arrêt de bus afin d'attraper à temps le bus dont elle avait besoin. Les souvenirs de la récente tempête de neige se profilaient des 2 côtés de la route, avec des monticules de neige gris sale tombés il y a plusieurs semaines. Perdue dans ses sombres pensées,
Emma avançait dans la rue quand soudain elle entendit un murmure étouffé. Elle se retourna donc rapidement, pensant qu'Henri la suivait pour lui dire quelque chose, mais il n'y avait personne derrière Emma. Une gelée assez vive s'attardait sur son nez et ses joues roses, comme pour faire la cour à cette femme séduisante. Le bruit mystérieux se répéta et Emma comprit qu'il provenait de la congère la plus proche. Comprenant que quelqu'un avait manifestement besoin d'aide, elle s'approcha prudemment et se figea de stupeur. Un homme à la tête ensanglantée gémissait doucement, inconscient sur la neige grise et sale. La première pensée d'Emma fut que l'étranger avait simplement trop bu et qu'il était tombé en se cognant la tête, mais lorsqu'elle se pencha sur le jeune homme, elle réalisa immédiatement qu'il était aussi sobre qu'un juge. Sans hésiter, Emma souleva le malheureux sous les aisselles et tenta de le remettre debout. Il reprenait peu à peu conscience, signe que le choc initial de la blessure se dissipait. « Putain, comment ça a pu arriver, bande de salauds ? Ne touchez pas à Jacques, marmonnait l'homme en délirant. » Pendant ce temps, Emma se baisse sous le poids du corps de l'inconnu et le conduit jusqu'à la cabane d'Henri. Pensant que le blessé était simplement en train de délirer, elle tenta d'ignorer ses marmonnements et persévéra vers leur destination. L'homme qu'elle avait secouru était certainement un vagabond et aurait pu mourir de froid dans la rue. En voyant Emma rougir, Henri comprit tout sans mot dire. Prenant l'homme par l'autre côté, il l'étendit rapidement, avec l'aide d'Emma, sur le lit de camp qui avait été un canapé pliant. Voilà qui est mieux. Soignons la blessure à la tête. Il se remettra sans doute bientôt. Henri soupire de soulagement et sort de la trousse de secours des pansements, du coton et de l'antiseptique. Vous y arrivez ? Ne devrions-nous pas appeler une ambulance ? Demanda Emma avec anxiété, mais le concierge se contenta de secouer la tête. Non, ma chère, ce n'est pas la peine. Pourquoi distraire les gens d'un travail plus important ? J'ai voulu être médecin dans ma jeunesse, mais j'ai échoué à l'examen d'entrée, j'ai passé 1 an et demi à l'école de médecine, j'ai décidé de devenir infirmier, mais même là, la chance n'était pas de mon côté, alors j'ai dû devenir ouvrier, Emma, mais je sais comment donner les premiers soins, alors ne t'inquiète pas. Ce garçon est un dur à cuire, il a le sens de la rue, il s'en sortira, c'est certain. Le visage d'Emma s'illumina immédiatement d'un doux sourire tandis que le blessé ouvrait les yeux et commençait à tourner la tête d'un côté à l'autre, essayant de comprendre où il se trouvait. Doucement, mon pote, doucement. Les mouvements brusques ne sont pas recommandés pour l'instant. Allongez-vous et reprenez vos esprits. Te souviens-tu au moins de ton nom ? Demande Henri avec prudence. Le type força un sourire. Bien sûr que oui, Connor, c'est mon nom, Sawyer. Le nom de famille. J'ai été battu à cause d'un chien. Ces gosses de riches voulaient s'amuser avec une victime, et ils ont choisi le chien. Jacques, c'est un chien de rue, vous savez. Il s'est installé près du pavillon de la viande, il n'a pas peur des gens. Alors quand j'ai vu cette méchanceté, je me suis immédiatement précipité pour aider. J'en ai descendu 2 sur la neige, mais le 3e, l'abruti, m'a frappé à la tête avec quelque chose. Henri a hoché la tête d'un air compatissant. Oui, ce genre de choses arrive, ne t'inquiète pas. Reste ici aussi longtemps que tu en as besoin. J'ai du bois et un petit poêle ici. Tu seras aussi à l'aise que possible. Connor regarda avec reconnaissance Emma, qui ne passait pas à côté de lui et l'aidait dans ce moment difficile. Jetant un coup d'œil à sa montre, elle soupira tristement. On dirait que je vais devoir prendre un taxi maintenant. Mes économies s'envolent. J'ai déjà raté le bus. Connor renifla d'un air coupable et se détourna vers le mur. Puis, sentant que c'était à cause de lui, le vagabond dit, « Pardonnez-moi, pour l'amour de Dieu. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. J'ai eu de sacrées aventures ces derniers temps. Il y a 3 semaines, j'ai sorti un riche d'une voiture en feu. Vous en avez peut-être entendu parler. C'était un incident assez bruyant.
Emma pâlit et regarda involontairement sa paume, se souvenant de ce qui lui était arrivé lors de la révélation de l'avenir de Monsieur William. Nous avons entendu, Connor. C'était le propriétaire du restaurant, tu sais, répondit Henry pour eux deux. Nous ne travaillons plus là-bas. Du moins, je n'y travaille plus, corrigea immédiatement Emma. Doucement, mon ami, ne t'agite pas, et pour James qui a sauvé notre ami ici présent, tu mérites un remerciement spécial, dit le concierge. Il se trouve que je suis là. Ce n'est pas vraiment mon territoire. Vous voyez, nous les vagabonds, nous divisons tout en districts, en cours. Si vous entrez sur le territoire de quelqu'un d'autre, vous aurez vite fait de vous faire casser les côtes, et vous ne voudrez plus revenir, commença le vagabond. Dès que j'ai vu que quelqu'un pouvait brûler vif, j'ai couru tout droit vers la voiture. J'ai cassé la vitre avec un pavé et j'ai commencé à le sortir de la voiture. Tout autour, c'était le bruit, le chaos, les gens criaient que le réservoir d'essence allait bientôt exploser. C'était vrai, mais on ne peut pas abandonner le conducteur. Quoi qu'il en soit, j'y suis parvenu, je l'ai traîné à une dizaine de mètres de là, et c'est alors que tout a explosé, a poursuivi Connor. Tu es un vrai héros, mon ami, pour t'être jeté dans le feu pour notre James, dit Henry avec tristesse. Emma regarda chaleureusement le garçon sauvé et se surprit à penser que tout cela ne semblait pas être le fruit du hasard. Comme Emma ne pouvait plus attendre, elle appela un taxi et rentra chez elle où l'attendaient 4 enfants affamés, Nathan, Anna, Peter et Emily. Au même moment, James était allongé dans un lit d'hôpital, reprenant peu à peu ses esprits. Bien sûr, il n'a pas encore beaucoup de force et peut à peine tenir une cuillère et une fourchette tout seul. Erika et le docteur Merritt ont tenu parole et ont habilement dupé Grace pendant environ 5 jours, qui avait décidé de débrancher son mari des machines de maintien en vie et de réclamer l'héritage qui lui revenait de droit. Le 5e jour, James appelle Erika et lui demande de l'aide pour un autre projet. « Je dois m'absenter quelques instants, vous comprenez, » dit Jack à Erika. L'infirmière le regarde avec incrédulité, se demandant s'il plaisante. Il y a moins d'une semaine, il était sorti du coma, et maintenant il planifiait une évasion. Non, James, excusez-moi, mais je ne prendrai pas une telle responsabilité. Et s'il t'arrivait quelque chose ? Que devrais-je faire alors ? Passer en jugement ? Erika objecte. Le désespoir se fige dans les yeux de Jacques. Eh bien, aidez-moi à être un être humain, voulez-vous ? Je signerai n'importe quel document que vous voudrez. Sur la compréhension des conséquences et la décharge de la clinique de toute responsabilité. Erika secoua la tête négativement, même si elle comprenait dans ses pensées qu'elle ne pouvait pas refuser la patiente. Grace avait été trop désagréable avec elle, se précipitant pour se débarrasser de son mari, n'hésitant pas dans le choix des moyens et des complices. Bien, je suis d'accord, mais seulement si nous y allons ensemble, d'accord, ce sera plus calme pour nous deux. Juste le soir, quelques heures avant l'extinction des feux, propose Erika. Jacques accepte immédiatement. À vrai dire, Jacques trouvait cela beaucoup plus pratique pour lui, car il ne marchait toujours pas avec autant d'assurance qu'avant, et pouvait perdre l'équilibre à tout moment. D'accord, Erika, mais gardons cela entre nous, même le docteur Merrick ne doit pas être au courant, pour que personne ne sache rien, plaida James en la regardant dans les yeux avec espoir. Erika acquiesça et commença à préparer tout ce qui était nécessaire pour l'évasion, emportant avec elle des médicaments pour les cas d'urgence et empruntant une canne à l'un des patients de la clinique. Pendant ce temps, James, allongé sur son lit, reprenait des forces pour mettre en œuvre le plan qu'il envisageait depuis plusieurs jours, se souvenant d'Emma dans ses pensées. L'homme d'affaires ne peut retenir ses larmes. Mon Dieu, elle avait raison depuis le début, elle l'a dit si clairement, et moi, l'imbécile, je ne l'ai pas cru. Maintenant, je paie pour mon imprudence, se dit James. Oui, Grace est aussi quelque chose de particulier. Elle s'est trouvée un amant et a jeté son dévolu sur mes biens. Eh bien,
je lui réglerai son compte, c'est sûr, mais pas avec la même méthode barbare qu'elle, se dit l'homme d'affaires avec désespoir, en fermant les yeux et en faisant semblant d'être un homme tombé dans le coma. Le temps s'étire comme du caoutchouc et lorsqu'Erika apparaît enfin dans le service avec des vêtements propres, James comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Tiens, habille-toi. Ce sont les affaires de mon ex-mari. Nous sommes divorcés depuis longtemps, mais il n'a jamais pris la peine de les prendre. Je pense qu'elles te conviendront, expliqua Erika en souriant. Jacques se changea aussi vite qu'il le put, titubant sous le poids de l'épuisement, et suivit l'infirmière. Les blessures causées par l'accident ont fait des ravages, obligeant Jacques à s'arrêter tous les 300 mètres pour reprendre son souffle. Il faut souligner la compréhension d'Erika pour sa faiblesse. Elle a fait de son mieux pour le soutenir, en minimisant le temps qu'il passait à l'extérieur. En outre, elle a engagé un chauffeur privé qui ne s'est pas précipité et n'a pas posé de questions inutiles. Face à un client fatigué, un bâton de bois à la main, qui arrivait chez lui, James a ressenti une anxiété écrasante, les battements de tambour battant à ses oreilles. Erika le regarde avec inquiétude, mais il est trop tard pour faire marche arrière. James n'avait plus qu'à terminer ce qu'il avait commencé. Ce n'est qu'ainsi que leurs efforts seraient justifiés et que personne ne douterait de leur justesse et de leur pertinence. Sortant de la voiture, il frissonna dans le vent froid et s'approcha de la porte. Il avait ses clés, puisqu'elles étaient avec lui, ainsi que son portefeuille et son smartphone au moment de l'accident. Insérant la clé dans la serrure, James essaya de la tourner, réalisant qu'elle ne rentrait manifestement pas. Grace les a changés ? Elle s'est rapidement adaptée à la nouvelle réalité, je dois dire, murmura James en remettant la clé inutile dans sa poche et en appuyant sur la sonnette. Instantanément, un tri joyeux d'une mélodie familière emplit l'air. Erika se tint un peu à l'écart, attendant patiemment le résultat. Bientôt, des pas résonnèrent dans la maison et la porte s'ouvrit, révélant la silhouette robuste de l'amant de la femme de Jacques, vêtu du peignoir de ce dernier. Ce peignoir était un cadeau d'anniversaire de la défunte mère de Jacques, et cet abruti le portait sans le moindre état d'âme. Stupéfait par une telle audace, l'homme d'affaires se figea sur place, défiant l'amant du regard. « Qui est là, chérie ? Pas encore les services publics, j'espère. Mais j'ai tout payé à l'avance pour un mois afin que nous puissions nous détendre au centre de villégiature, dit la voix langoureuse de Grace derrière l'étranger. James pâlit et serra douloureusement les poings. Grace comprit tout instantanément, et sans être gênée par la présence de son amant, tomba à genoux. « James, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas ce que tu crois, je te le jure. Je croyais qu'il ne te restait que quelques jours. Le médecin n'a pas fait de pronostic, et les miracles n'arrivent pas. Ou alors, n'est-ce pas, chérie ? » James grince des dents et dit en serrant les dents. « Je te donne 5 minutes pour rassembler tes affaires et quitter cette maison. » L'amant de Grace redressa ses puissantes épaules et regarda le propriétaire d'un air moqueur. « Écoute, homme d'affaires inachevé, va te faire soigner et ne te mêle pas de la vie des gens normaux. Dommage que tu ne te sois pas écrasé à l'époque. » James serra la poignée de sa canne si fort que ses doigts devinrent blancs. « Tu n'auras pas à attendre, salaud. Tu pensais m'avoir enterré vivant. Mais j'ai survécu contre toute attente. Et je suis sûr que l'accident était une mise en scène. Je ferai en sorte de découvrir la vérité. » À cette évocation, la brute s'est immédiatement effondrée et s'est tristement enfoncée dans la maison pour se changer. Le conte de fées de la relation arc-en-ciel avec Grace s'était terminé aussi brusquement qu'il avait commencé, et il était maintenant temps de se venger de tout ce qui s'était passé. Bien sûr, James ne pouvait pas prouver l'implication de Grace dans l'accident. Mais il l'a privé de ses moyens d'existence et a bloqué toutes ses cartes et tous ses comptes. Il fut un temps où James avait sorti Grace de l'obscurité provinciale, faisant tout pour qu'elle se sente comme une femme d'affaires. Mais après une telle trahison, il ne pouvait pas pardonner le traître.
Il y a longtemps, il avait sauvé Grace de poursuites pénales pour une fraude qu'elle n'avait soi-disant pas commise. En réalité, c'était une criminelle invétérée qui ne pensait qu'à s'enrichir. Aujourd'hui, en raison de nouvelles circonstances, James a rappelé l'enquêteur et lui a dit que l'affaire de son ex-femme devait faire l'objet d'une nouvelle enquête. En entendant cela, Grace a saisi un vase lourd pour frapper son mari à la tête, mais Erika a été vigilante et a intercepté la main de l'escroc à temps. Au même moment, plusieurs voitures de police s'arrêtent devant la maison et des officiers en civil, armés jusqu'aux dents, en sortent. Pour Grace et son amant, tout était fini. James, quant à lui, regarda son ex-femme menottée d'un œil triste et s'effondra d'épuisement. Peut-être que si Erika n'avait pas été là, il serait retombé dans le coma, mais au lieu de cela, il s'écroula doucement sur le sol, soutenu par les mains bienveillantes de la jeune infirmière. James n'a plus entendu la plainte de l'ambulance et ne s'est réveillé que le lendemain matin, surpris par les voix étouffées. Mais cette fois, ce n'était pas sa femme qui discutait de son testament avec son amant. Il s'agissait de ses amis loyaux et dignes de confiance, le concierge Henry, la plongeuse Emma et le sans-abri Connor. En y regardant de plus près, l'homme d'affaires a immédiatement reconnu le héros de la rue qui l'a sorti de la voiture en flammes, tout en souhaitant rester anonyme. Embrassant Emma par les épaules, Connor expliqua d'une voix hésitante qu'il avait décidé de disparaître par crainte d'une trop grande attention. En écoutant Connor, James se surprenait à penser qu'il voulait absolument le voir à la tête de son restaurant, un sentiment partagé par Emma, qui avait gagné une promotion de serveuse ou même d'assistante de cuisine grâce à son travail assidu. Mais elle pouvait choisir ce qu'elle voulait. Quoi qu'il en soit, Jacques était prêt à exaucer n'importe lequel de leurs souhaits, mais il voulait d'abord avouer publiquement ses sentiments à Erika, qui s'était enflammée dans son cœur au cours des dernières épreuves. Les larmes brillent dans les yeux de l'infirmière et sa réponse suscite une tempête d'applaudissements de la part de toute l'assistance. « Oui, je suis d'accord, mais s'il vous plaît, à l'avenir, restez loin des hôpitaux, dit-elle. » Connor sourit et fit un subtil clin d'œil à Emma, laissant entendre très clairement qu'il était solidaire de la jeune femme d'affaires et prêt à devenir le père de ses 4 enfants, ou peut-être même 5, qui sait. S'il y avait du respect et de l'amour mutuel, tout le reste se mettrait en place, les mariages, les grossesses et les rires joyeux des enfants.